You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. You never feel happy. Until you try. Never feel happy. Until you try. You never feel happy. Until you try. Never feel happy. Until you try. Au micro, c'est toujours moi, Valentine. Je suis accompagnée de Momo. On s'est raté de peu la semaine dernière. Coucou Momo. Oui, bonjour Valentine, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Je vous souhaite mes meilleurs vœux en cette nouvelle année et en espérant que la santé va nous accompagner et que tout à chacun, on retrouvera un peu de bonheur. On l'espère. Allez, bonne journée à vous, merci. Pour cette émission, on va parler de chemsex, c'est l'utilisation de substances psychoactives, notamment de drogue, en contexte ou à visée sexuelle. Le phénomène est arrivé en France il y a une dizaine d'années dans la communauté gay et s'est intensifié avec les différents confinements dus au Covid-19. Nous en parlerons longuement. Ensuite, comme à notre habitude, nous parlerons des annonces du cœur et on évoquera aussi plusieurs infos de la semaine. Pour nous contacter par téléphone, n'hésitez pas, c'est le 01 40 40 90 25 ou laissez-nous un message sur le site comitedesfamilles.net. On est également présent sur les réseaux sociaux avec le Twitter @VIH Radio et notre page Comité des Familles sur Facebook. This song is not a gospel song. On va parler donc, je vous le disais, de chemsex aujourd'hui. Associer des substances psychoactives telles que l'alcool lors de rapports sexuels, c'est une pratique qui est vieille comme le monde. Mais ce qu'on appelle chemsex, et qui est apparu il y a 10 ans en France dans la communauté gay, c'est l'association de drogues dures avec des pratiques sexuelles, et ce de manière ritualisée. Et l'arrivée de nouvelles drogues dévastatrices a changé la donne. Avec comme conséquence beaucoup de choses, l'augmentation des pratiques à risque, les complications liées à la prise de drogue, notamment celles qui sont injectables, le risque d'abus sexuels, l'impact psychologique sur la sexualité aussi, et j'en passe. Alors, l'idée de cette émission, c'est d'expliquer ce qu'est le chemsex, c'est de parler des dangers de cette pratique, mais c'est en aucun cas de juger ceux et celles qui le pratiquent. On parlera surtout de comment réduire les risques pour les personnes qui souhaitent continuer le chemsex. Et on parlera aussi de comment s'en sortir, vers qui se tourner si l'on souhaite arrêter. Et pour cela, j'ai au téléphone Fred Bladou, qui travaille chez AIDS et qui fait partie du comité scientifique de SOS Addiction. Bonjour Fred. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être avec le comité des familles aujourd'hui pour cette émission. Ah bah nous aussi, on est très contents de t'avoir au téléphone. Tu devais être avec nous aujourd'hui, mais bon, avec le Covid, ça c'est un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, on trouve toujours des solutions. Eh oui, je suis qu'à contact. Je crois que c'est notre quotidien à tous depuis plusieurs semaines et on espère, comme Momo dans son introduction, j'espère que l'épidémie va se calmer un petit peu et qu'on va pouvoir reprendre une vie un peu normale. C'est difficile d'être séropositif au VIH aujourd'hui et d'avoir une autre épidémie qui nous tombe dessus. Les facteurs d'isolement, de solitude, etc. et de stress d'ailleurs par rapport à nos comorbidités et tout ça, ne nous aide pas à tenir sur la distance. En termes psychologiques, c'est une situation difficile et une période compliquée. On en parlera plus tard si tu veux, mais je trouve que c'est très intéressant. On a aussi en plateau Mathieu Ferrati. Tu es acteur porno, ancien escort boy, tu as pratiqué le chemsex et tu es venu aujourd'hui témoigner. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Oui, merci pour l'invitation également. Effectivement, je crois que tu as bien résumé la situation. Ancienne escorte, encore acteur porno, et en reconversion en sophrologie, justement pour aider les chemsexers, tout ce qui a trait au VIH et à la transidentité.
Bah, ça m'intéresse si tu nous en parles quand tu témoigneras. Mais d'abord, Fred, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est le chemsex? Ouais, je le définis le plus simplement du monde, tu l'as déjà dit en introduction, c'est avoir recours à certains produits psychoactifs avec un objectif, hein, le déterminant c'est la sexualité. C'est-à-dire que prendre des produits, comme tu l'as dit, et avoir une sexualité, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est décrit. La majeure partie des usagers de produits psychoactifs ont des rapports sexuels, c'est pas pour autant du chemsex. Ce qui fait vraiment la différence, c'est que ce qui va motiver les gens à acheter des produits, c'est l'acte sexuel. Donc c'est ça. La définition la plus simple, ce serait usage de produits psychoactifs, majoritairement des stimulants, avec un objectif de sexualité. Et du coup, je le disais, c'est un phénomène qui est arrivé il y a 10 ans dans la communauté gay. Qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence maintenant et pourquoi on en parle de plus en plus? Alors, dans les communautés, dans nos communautés, dans nos groupes, l'usage de produits psychoactifs et de sexualité ou l'usage de produits psychoactifs et de fête a toujours été, il y a depuis très longtemps, depuis les années 70, depuis les poppers, depuis les acides, etc., ça a toujours été très bien décrit. Il faut savoir que dans la communauté gay, alors j'aime pas dire communauté gay, mais chez les HSH, hommes Oui. ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, ce qui peut intégrer les gays, les personnes trans, etc., etc., le recours aux produits psychoactifs est bien plus élevé qu'en population générale. Donc, l'usage de produits, si je veux faire juste un rapide historique, dans les années 70, on décrivait déjà l'usage des poppers. À l'époque de l'hécatombe sida, on a vu des tas de papiers qui étaient pas du tout argumentés, mais qui nous parlaient déjà du fait que peut-être que les poppers, ça favoriserait l'épidémie de sida. Ensuite, on a eu toute la vague de l'ecstasy, hein, la pilule de l'amour, utilisée là aussi en festif, mais aussi dans les relations sexuelles. Ce qui fait vraiment la différence depuis 10 à 12 ans maintenant, c'est vraiment l'apparition d'une nouvelle pratique sexuelle qui s'appelle le chemsex, donc qui est la contraction de chemical, ça veut dire drogue chimique hein, ou chimie, et sexualité, chemsex, et avec des rituels, des motivations qui sont différentes et surtout de nouveaux produits. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on va utiliser majoritairement dans le chemsex, ce sont des stimulants, mais parmi ces stimulants, c'est ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse, les NPS, les catinones, dont 3-MMC, 4-MMC, 3-CMC, alpha. Enfin, on a beaucoup de produits en circulation. Il faut juste savoir qu'on ne va pas se perdre là-dedans sur des explications sur tous les produits. Ils sont tous des stimulants ayant les mêmes propriétés, ou en tout cas des propriétés communes, à savoir favoriser la désinhibition, l'excitation, le sentiment de bien-être, pas de fatigue, faire exploser la libido. Ils sont opathogènes, antactogènes. Donc voilà, toutes les conditions réunies finalement pour aller vers une libération de la sexualité ou vers une sexualité différente. Ce que tu n'as pas dit en intro, tu as parlé beaucoup des risques qui sont associés et tu as tout à fait raison parce que notre boulot c'est quand même de les réduire pour éviter des contaminations à VIH, à hépatite, à IST, pour éviter un développement trop rapide de conduite addictive c'est vraiment notre action au quotidien. Il faut vraiment pas occulter la notion de plaisir. Oui. Un Ouais, des, voilà, un c'est des ça, hein, éléments c'est ça surtout. motivants Ouais. et un des Très éléments important. C'est ça déterminants qu'il dans faut le dire. chemsex, c'est bien évidemment que les gens vont dans le chemsex d'abord par recherche du plaisir et le chemsex peut procurer du plaisir et ça me semble très important de le dire parce que très souvent on associe le chemsex à toutes les complications, toutes les problématiques qui y sont associées, mais en occultant totalement cette situation. On en parlera certainement après, mais la sexualité, alors nous, on a déjà travaillé depuis des années, je pense que c'est pareil au comité des familles, mais c'est comme ça à Aide et c'est comme ça dans les autres associations. Nos sexualités ou la sexualité des personnes vivant avec le VIH, des séropos, elle n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on voudrait Oui. le faire C'est vrai, croire. ouais, c'est vrai. C'est difficile de rencontrer des gens, c'est difficile, l'estime de soi, l'estime de nous-mêmes est pas toujours est pas toujours au mieux, parce que c'est difficile et c'est compliqué de vivre avec le VIH. C'est difficile de s'exposer en permanence au rejet, etc. Vous voyez, et donc la sexualité n'est pas quelque chose de simple, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire. Et donc le chemsex est aussi quelque chose qui est très libérateur, quelque chose qui va permettre d'avoir une sexualité, ou en tout cas d'aller vers une sexualité épanouie, ou de penser, de la pensée épanouie en tout cas,
Donc voilà, c'est vraiment important, en tout cas en préambule, de dire ça. C'est que les éléments qui motivent, c'est pas aller chercher de la destruction, Oui. c'est pas aller chercher je ne sais quoi. On va chercher de la performance, on va chercher à être très efficace sexuellement, à être, euh, à être un étalon ou je ne sais quoi, à ne jamais être fatigué et à aller surtout chercher la désinhibition et augmenter ses plaisirs. Et justement, ces pratiques autour du chemsex, elles ont beaucoup augmenté avec les confinements parce que les personnes recherchaient du plaisir, du lâcher-prise aussi. C'est ce que tu m'avais Voilà. dit quand c'était... On en avait déjà parlé dans un autre cadre, mais... Il y a plein de constats. D'abord, la situation est totalement anxiogène, hein. Il faut juste rappeler que depuis presque 2 ans maintenant, Tant que ça. beaucoup d'entre nous, soit ont perdu leur boulot, soit sont en télétravail, c'est-à-dire non plus du tout, et donc non plus cette sociabilité professionnelle, ce rôle social qui est extrêmement important. Sur les amis, alors on n'est plus en confinement en ce moment, mais au regard de l'épidémie, effectivement, on fait quand même très attention à limiter ces interactions, et c'est le cas pour tout le monde. Euh, il faut Quand on regarde toutes les études, par exemple, si on regarde les grosses études comme Presse Gay, les études qui sont menées auprès de nos communautés, on voit très bien qu'un des facteurs qui est le plus décrit dans les souffrances ressenties ou dans les problématiques ressenties par les gays est la question de l'isolement. Oui. Depuis 2 ans, on enferme les gens chez eux, seuls, avec rien à faire, parfois même pas de travail. C'est extrêmement C'est compliqué. dur, hein. Souvent, j'explique que pour nous, nos familles, elles sont des familles choisies majoritairement. Souvent, les gens ont quitté leur ville ou leur région d'origine pour aller rejoindre des grandes villes dans lesquelles ils vivent seuls. L'homophobie familiale, l'homophobie structurelle est quelque chose de très présent. On le sait, les études le montrent aussi. C'est une des choses très compliquées. Euh, et donc, d'un seul coup, enfermer des gens tout seuls chez eux pendant des mois et des mois, le chemsex, pour certains, c'est la seule porte de sortie ou le seul truc à faire face à l'ennui. Donc, effectivement, l'épidémie de Covid ne nous a pas fait de bien sur la question des usages de produits. Ça a probablement entraîné, on n'a pas de chiffres précis, donc c'est pour ça que je mets ça au conditionnel, mais Oui. ça a probablement entraîné l'entrée dans la pratique de beaucoup de gens qui n'étaient pas consommateurs au préalable, et ça a probablement aggravé, ça on le voit dans nos entretiens depuis 2 ans, ça a probablement aggravé la situation de ceux qui étaient déjà des consommateurs sans problème, occasionnels, etc., et qui ne rencontraient pas de problème, mais avec une multiplication des partenaires, une multiplication des sessions de chemsex, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Donc effectivement, les confinements et les mesures coercitives et les mesures sanitaires n'ont pas aidé, et la situation en ce moment est un petit peu compliquée en termes sur le chemsex. Et ce qui a aussi, accentué la pratique, c'est, on le disait, l'arrivée de nouvelles drogues qui sont très faciles d'accès, tu en parlais. Absolument. Le chemsex est très lié à quelques produits, hein. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est très lié aux catinones qui n'existaient pas il y a elles existaient, mais elles n'étaient pas vendues et surtout pas de cette façon, de la manière où elles sont vendues aujourd'hui. Il y a toute une question de circonstances. Alors la première chose, c'est l'apparition de ces produits stimulants avec les propriétés que j'ai pu décrire tout à l'heure, l'explosion du recours au GHB, GBL. Alors attention, pas que en chemsex, aussi en festif. Et c'est une drogue qui est apparue, en gros, qui a commencé à être consommée chez les gays majoritairement à partir de la fin des années 90, mais avec une explosion depuis quelques années là, qui est quand même très très sérieuse. Et puis des nouveaux systèmes de distribution. Ce qui protégeait, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, c'est-à-dire que le chemsex, c'est pas un truc de citadin. C'est pas un truc de. Il y a quelques années, quand on voulait acheter des produits, il fallait vivre en ville pour avoir un accès aux dealers. C'est-à-dire que quand on vivait à la campagne, isolé, etc., ou dans des petites villes, il fallait quand même connaître très très bien le réseau de distribution, le réseau de trafic, pour pouvoir être approvisionné en produits. Aujourd'hui, le chemsex est très associé avec Internet, hein, avec les smartphones, WhatsApp. et surtout avec l'achat de drogue directement en ligne et livré dans sa boîte à lettres. Ce qui a ouvert un marché bien supérieur. Beaucoup de gens ne seraient probablement pas rentrés dans une dynamique de consommation de produits en allant voir un dealer, en cherchant. Enfin, c'est sûr. donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte.
et surtout cette association aussi avec le smartphone du chemsex en 2.0. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des lieux de sociabilité ou des lieux de drague. On recrute ses partenaires sur des applications de rencontres et on n'a plus besoin d'un dealer pour acheter les produits parce qu'on peut les acheter directement sur Internet. Tout ça fait que effectivement, ça favorise ou ça a pu favoriser à un moment l'explosion relative du chemsex dans nos groupes. Et enfin, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, je m'excuse auprès des auditeurs parce qu'effectivement, je vais parler beaucoup des gays. Dans cette émission, c'est normal, c'est parce que historiquement à Aide, on travaille auprès des publics gays. Ça ne veut pas dire qu'aucun hétérosexuel n'est pratiquant ou ne fait de chemsex. La seule chose, c'est que moi, j'ai pas de données, j'en vois très très peu. Donc c'est pour ça que je vais être. Et puis, on n'a aucun chiffre qui montre qu'on ait une explosion du chemsex dans la communauté ou dans d'autres communautés que la communauté gay aujourd'hui. Mais je voulais en tout cas faire cette précision de manière à ce que les auditeurs qui ne sont pas gays ne se sentent pas exclus de la conversation ou pas concernés. Tu as bien fait, oui. Ouais, ça, c'est bien de le souligner. Je vois, Mathieu, que tu acquiesces à chaque mot que Fred dit. Oui, complètement. C'est quelque chose que tu connais? Oui, complètement. L'utilisation de drogue, pour ma part, oui, c'est sûr. Et puis même autour de moi, ça me fait toujours un peu plus mal au cœur quand je vois des personnes de mon entourage en fait mourir à cause de la drogue, en fait, hein, parce que clairement, quand il a parlé du GHB, ça m'a fait un peu sursauter. C'est vrai que c'est une utilisation très très dangereuse, en fait, hein. Je crois même la plus dangereuse parce qu'il y a beaucoup d'arrêts cardio-respiratoires liés au GHB, en fait. Et moi, pour ma part, ayant consommé en fait les drogues, ayant utilisé GHB et plus précisément aussi que le crystal meth, du coup, c'est vrai que c'est un enfermement complet en fait, et puis un isolement en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait l'entourage ne s'en rend pas forcément tout le temps compte. Ça a été le cas pour ma part. Alors je sais pas si je portais bien un masque ou pas en fait, mais du coup c'est vrai que je me suis vu sombrer tout seul en fait, hein, jusqu'à toucher le fond. Et puis bah, j'ai eu cette chance en fait d'avoir cette force à l'intérieur de moi qui m'a dit bon, maintenant tu as touché le fond, il faut faire quelque chose en fait. Tu peux pas aller plus loin, donc il faut remonter. Mais je pense que tout le monde n'a pas cette chance en fait. Et c'est important d'en parler et de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour aider en fait aussi. Et la consommation de drogue, tu l'as commencé à viser ou à contexte sexuel ou rien à voir? Non, en fait, j'ai commencé comme tout le monde par le cannabis quand j'avais 16 ans. Et puis bah, après, j'ai sorti en boîte en Belgique, notamment, parce que j'habitais dans le Nord. Du coup, j'ai découvert toutes les drogues récréatives. Et puis après, par un parcours personnel, en fait, des problèmes que j'ai eus en fait, dans la famille, tout ça, en fait, je me suis rendu compte que bah, en fait, je sortais en boîte pour consommer et plus pour m'amuser. Et puis après, avec mon travail d'escorte, en fait, c'est là où vraiment j'ai commencé la consommation de drogue, en fait. Un peu obligé, on n'est jamais vraiment obligé à faire quoi que ce soit, mais finalement, en fait, j'étais en Asie pendant plusieurs mois, et en fait, si je prenais pas de drogue avec les clients, en fait, j'avais pas de clients. Donc du coup, bah, c'était un peu un cercle vicieux. Et j'ai commencé comme ça, et puis après, bah, du coup, petit à petit, bah, c'est venu un peu dans la vie personnelle. La chance que j'ai, c'est que je suis pas fan de tout ce qui est en fait réunions en fait partout, de type partout, des choses comme ça. Donc du coup, ça me contenait quand même un peu malgré tout, hein. Mais c'est vrai que c'est un engrenage, ça va très très vite en fait. On s'en rend même pas compte en fait. C'est incroyable en fait, la vitesse et l'emprise que ça peut avoir sur la vie personnelle en fait. Et c'est des produits forts. C'est des produits forts. Bah, le crystal meth, en Ouais, l'occurrence, le oui, cristal, quand même, mais c'est assez addictif hein, en les plus. produits liés à la sexualité, c'est ça que je voulais poser comme question à Fred. Vas-y. Est-ce que ces produits-là, ils rendent addicts ou plus addicts que les drogues dures et qu'ils sont Alors, pour sevrer, ouais. c'est ça est-ce que c'est un plaisir? Parce que tu en parles comme d'un plaisir, mais est-ce que ce plaisir, après, il devient pas une souffrance sur la durée? C'est ça, bah, c'est ça que je veux. C'est un plaisir, il faut pas se cacher, c'est j'ai un perdu. plaisir. Attends, excuse-moi. Vas-y, Fred. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Du coup, oui, il est clair que c'est un plaisir, parce que sinon, si c'était pas un plaisir, peut-être qu'on recommencerait moins facilement. Mais au-delà du plaisir, en fait, il y a quand même une souffrance quand même derrière, hein, faut pas Voilà. se cacher, hein. Mais les effets par rapport à ça, justement. En fait, c'est un réel plaisir et je vais pas me le cacher et ce serait mentir de dire que j'y pense plus en fait parce qu'encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des pensées sexuelles et Avec d'avoir cette des tentation, pulsions en avec fait, cette la ten- tentation qui revient toujours. Mais je me dis que ce serait dommage d'avoir fait tout le travail que j'ai fait de retomber dedans. Ouais. Mais c'est un vrai plaisir en fait. Ouais. Mais tu Ça- deviens addict à l'accoutumance?
Le C'est crystal ça. meth, il y a une addiction quand même, hein. Le Ouais, ça, GHB, il n'y a ça pas une fait vraie partie addiction, mais le crystal meth, pour moi, à mon sens, c'est une vraie addiction. Dès la première prise, en fait, on a envie d'en reprendre. Et j'ai pas senti d'addiction physique, mais plutôt psychologique, en fait, avoir envie de reprendre le produit, recommencer, et dans ce plaisir permanent. Et puis aussi, ça permet aussi un peu de fuir les, les problèmes de les la vie problèmes, les quotidienne aussi, il ne faut ennuis et pas se tout. cacher, Ouais. hein. Un peu comme le crack, quoi. Un peu, ouais, un peu, Ouais, ouais, c'est un au peu. niveau de l'addiction, quoi. C'est C'est- relativement pas cher en plus. Et puis ça t'attire. et le crystal meth est quand même assez Il y a une cher. addiction qui est plus rapide. Le Ah, crystal meth aussi, enfin, je ouais, sais ouais, pas parce qu'ici il est pas vraiment, on n'a pas entendu parler de grosses prises et tout. c'est vrai. Enfin moi pas des petites quantités, mais pas. D'accord. Je trouve qu'il est pas encore en France, à moins que peut-être Je trouve que c'est les 2 dernières années, c'est quand Ah même ouais, bien. Ouais. il est Je sur. vois quand même beaucoup de gens autour de moi de prendre de plus en plus Ah c'est possible, hein. de. Je sais pas, j'ai plus entendu C'était plus aux États-Unis à la base. Ouais, C'était voilà. plus aux Mais États-Unis, hein. même le crack, hein. Ouais, Le ouais. crack maintenant il est sur Paris et à volonté. Complètement, ouais. T'as vu, alors qu'avant c'était quand même un peu restreint. Mais enfin, comme le disait Fred, en fait, les drogues, en fait, sont très accessibles maintenant. Ah oui, ouais, je sais, avec C'est le Darknet et tout. même au-delà du darknet, Tu te fais ça va livrer. très vite. C'est des réseaux, on reçoit des messages de sollicitation de la part des dealers. Même moi, enfin, ces numéros, ils ont toujours des nouveaux numéros à renvoyer des messages. Et c'est vrai que c'est toujours des sollicitations, Ouais, hein. ouais, ouais, Il faut être préparé, il faut être blindé, hein, quand même. Est-ce que tu pratiquais le slam? Parce que c'est une pratique qui est vachement associée au chemsex. Alors non, j'ai jamais pratiqué le slam parce que pour moi c'était vraiment en fait le point de non-retour en fait. C'était vraiment le truc vraiment que je voulais pas atteindre en fait. Mais il y a énormément de gens qui slament, hein, même des gens qui ont, pour ainsi dire, jamais pris de drogue et qui commencent par le slam. Et c'est ça qui m'interpelle en fait. Je Ah, me dis d'accord, c'est quand même incroyable en fait, hein. c'est une drogue forte. C'est-à-dire qu'ils s'injectent directement ce que parlait en fait Fred, 3-MMC, etc. En fait. Ah, c'est celle-là. Ah, D'accord. Voilà. excusez-moi, ça avait Oui, coupé, mais on- je pense que j'ai réussi à me reconnecter. Pas de souci, vous êtes avec nous, c'est bon, on vous entend. D'accord. On parlait justement de la pratique du slam qui est pas mal associée au chemsex. Ouais. Je voudrais répondre à Momo si. Ouais, vas-y, je t'écoute. On reprend tranquillement. Du coup, j'ai été coupé, excusez-moi. Ouais, grave. Non, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes, hein. Alors bien évidemment que, alors moi je fais pas la spécificité et plus personne aujourd'hui sur drogue dure ou drogue douce. À vrai dire, c'est des appellations aujourd'hui qu'on considère, c'est plutôt les pratiques de consommation qui sont problématiques ou pas, plutôt que les drogues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on met l'alcool par exemple, on aurait pu classer l'alcool dans les drogues ou dans les drogues douces, alors que quelqu'un qui boit 3 litres de vodka par jour, c'est vrai. c'est quelqu'un qui va mourir. Donc aujourd'hui, on fait plus cette spécificité ou cette séparation entre drogue dure et drogue douce. Après, sur les produits qui sont consommés, Ouais. ils sont très addictifs. Ah là, c'est Ce ça. sont, Ouais. ce sont des stimulants. C'est-à-dire qu'on peut les comparer à la cocaïne. Ah, ouais. C'est-à-dire que c'est aussi addictif, voire plus addictif. Mathieu parlait tout à l'heure de son expérience du cristal, du cristal meth. Le cristal est encore plus addictif que la cocaïne et pose encore plus de problèmes. Donc la question, c'est vraiment, oui, bien sûr que, et c'est bien dit, hein, on y va par plaisir. La drogue peut être un plaisir, mais la drogue peut aussi entraîner des conséquences délétères sur la santé. Elle peut provoquer des addictions très très sévères. Donc c'est toujours ça la question. C'est bien sûr que quand on consomme ces produits, il faut avoir en tête que ça comporte des risques. Et c'est bien pour ça qu'on met et qu'on essaie de mettre en place des politiques de santé publique qui sont liées et qui sont basées sur une approche de réduction des risques. À vrai dire, je vais le dire d'une manière un peu brute, si tu fais une session de chemsex par mois et que tu sniffes 2 lignes de 3-MMC, très sincèrement, tu vas pas avoir d'effet sur ta santé, sur ta vie sociale, ta vie professionnelle, ta vie affective. C'est pas grave. Ah, là, ça va aller encore. C'est tout à fait maîtrisé. Le problème, c'est que bien sûr, on peut tomber dans une addiction en fonction du contexte, en fonction. C'était intéressant dans le témoignage de Mathieu, hein, c'est qu'il l'a dit. Hein. Ouais, il est obligé d'en prendre. Il a dit à un moment, il est obligé d'en prendre, sinon ça marchait pas. Bah, on est obligé parce qu'il y a un craving. Et puis c'est surtout qu'il ne faut pas mettre tout sur le compte des produits. La consommation ou le fait de tomber dans une addiction, elle est systématiquement liée, ou presque systématiquement liée, à un contexte et surtout à des traumas, surtout à des expériences de vie. Il y a souvent de très très bonnes raisons au fait que quelqu'un passe d'une consommation festive occasionnelle Voilà, c'est ça, ouais. à une consommation qui est extrêmement sévère. C'est souvent parce que
bah, la personne rencontre des problèmes dans sa vie, Ah. ou il y a eu des problèmes bien plus tôt dans l'enfance. Il y a voilà, tu perds ton boulot. Tu vois, par exemple, on le disait tout à l'heure quand on parlait du confinement, pourquoi est-ce qu'en ce moment j'ai beaucoup de gays qui étaient consommateurs depuis 3 ou 4 ans et qui n'avaient aucun problème avec leur conso parce qu'elle était totalement maîtrisée. Ah, voilà. Pourquoi Ouais. j'en ai beaucoup qui plongent en ce moment dans une consommation qui est vraiment problématique? Mais parce que ils ont perdu leur boulot. Parce Ah. que leur couple a explosé avec les confinements. Parce que tu vois, il faut toujours prendre en compte le contexte. Ah oui, bien sûr. Alors Ouais. donc le produit, bien sûr que ces produits, ils ne sont pas anodins. C'est pas des bonbons Haribo. On va arrêter de se mentir avec ça. Ça peut présenter des risques très sévères, même si ça génère du plaisir. Effectivement, les risques associés sont sévères, Et dont le justement, pudding et dont les addictions, parce que ce sont des stimulants. est-ce qu'on peut en parler des dangers, soit les dangers psychologiques, les dangers physiques aussi liés aux drogues prises? Alors, danger physique. Alors, on va pas rentrer sur les stimulants. Sur les stimulants, tout est relatif d'abord à l'état de santé des personnes. Oui, Euh, on est au comité des familles, on est dans une asso de lutte contre le VIH, donc c'est intéressant de parler de l'angle VIH. Effectivement, moi j'ai des gens aujourd'hui que je suis en addicto qui sont consommateurs de catinone, qui sont consommateurs de stimulants, des gens qui ont 50 ans, qui sont séropositifs depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. On sait qu'il y a des facteurs ou des comorbidités qui sont liés aux infarctus ou une prévalence aux Les infarctus arrêts qui est bien cardiaques, plus beaucoup. Beaucoup d'arrêts bien cardiaques. plus importante pour les personnes vivant avec le VIH. Effectivement, prendre des drogues tous les week-ends pendant 2 jours, sans dormir, sans manger, et prendre des drogues qui sont des vasoconstricteurs, c'est absolument pas bon. Et on sait très bien que les effets sur le cœur vont être assez vite dommageables. Après, les autres effets, hein, c'est qu'on prend ces produits pour modifier ses perceptions, Ah ouais. modifier son comportement. C'est bien ça qu'on veut, hein, qu'on Ouais, cherche. ouais. On cherche à être vachement plus up, à avoir confiance en soi, à retrouver une Désinhibé. estime de soi. Euh, on n'est pas tous des Apollons. On est tous. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que on est tous trop gros ou trop maigres ou trop vieux ou trop jeunes par rapport aux autres. On a tous nos propres névroses, nos propres problématiques et nos manques d'estime de nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on a tous. On prend ces drogues parce qu'on les oublie et parce que d'un seul coup, on va modifier ses perceptions, son comportement et même son image de soi. Et donc attention, parce que si on altère son comportement, on altère aussi son comportement préventif. Donc parmi les risques, il y a les risques d'infection à VIH, les risques d'infection à hépatite, dont l'hépatite C, et les risques d'IST. Puisque les rapports protégés dans un contexte de chemsex avec des préservatifs, sur la prévention comportementale, c'est un leurre. Il faut arrêter de mentir aux gens. Quand on prend des drogues pendant 6 heures, 8 heures, 24 heures et qu'on est en partouze, Ouais, il y a plus de très sincèrement, la préservatifs là. capote devient complètement accessoire et est oubliée. Alors on a d'autres moyens de se protéger aujourd'hui, hein, le TASP, la PrEP, heureusement d'ailleurs, mais ce sont des facteurs effectivement sur les contaminations à VIH et hépatite et IST. La question du chemsex, c'est un problème. Après, Mathieu a parlé du GHB, GBL. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on revienne vraiment là-dessus parce que c'est un produit qui est extrêmement facile à trouver Ah ouais. sur Internet. Sur Internet. C'est un produit qu'il faut savoir doser. La C'est ça. réduction des risques est essentielle sur la question du GHB Très dangereux. parce qu'effectivement, toute erreur de dosage ou de surdosage peut entraîner des problématiques, les problématiques qui ont été décrites par Mathieu tout à l'heure, comme des GIOL, ce qu'on appelle le GIOL, le trou noir, on fait un coma, et puis après, et qui peut être suivi de décès. l'association de l'alcool aussi. C'est peut-être aujourd'hui. Pardon? L'association de l'alcool avec le GBL aussi. Ah, ça jamais, ça c'est une règle absolue. Quand on prend du GHB ou du GBL, on ne boit pas d'alcool. Sinon on provoque des GIOL, des comas et on risque le décès. Ça c'est effectivement ça. Tout ça vous pouvez le retrouver dans toutes les brochures de réduction des risques liés aux produits. Vous pouvez aller sur aid.org/chemsex où vous avez toutes les brochures et toutes les bonnes pratiques de réduction des risques. Le GHB, le GBL sont aussi des produits très addictifs. Il est très facile de plonger, très facile d'en consommer énormément, d'autant plus que les prix sont très bas Voilà. sur ces produits-là. Mais comment le doser? Comment tu peux le doser?
C'est 2 gouttes ou 4 gouttes, ou je sais pas comment ça marche, mais Exactement. c'est ça. Comment tu arrives à le doser? Celui qui veut faire une petite fête se rendre bien. Faire des tests. Est-ce qu'il n'a pas tendance à vouloir rajouter un petit plus, un petit bonus? Si. Voilà, c'est ça le. Oui, mais bien sûr, mais nous on l'explique et notre boulot de réduction des risques, Oui, oui. c'est de dire vous ne dépassez pas telle dose. Et vous espacez Des toutes les heures. prises de 2 heures Ah, ou de voilà. 3 heures entre chaque prise. Ah, Nous, d'accord. on distribue à aide, et il n'y a pas que à aide, dans les assos de réduction des risques, on distribue des seringues sans aiguille, naturellement, juste pour servir de graduation. Voilà, ça doit être dilué dans un soft drink, sans alcool, bien évidemment. Et nous, on distribue des pipettes, etc., pour justement éviter de faire des géoles. Mais Après- le créneau, c'est toutes les 2 heures, à peu près. Ouais, bah, Ça dépend. après, Selon- ça dépend de selon- la Toutes les heures, morphologie. toutes les 2 heures. Ça dépend de la morphologie des gens, ça C'est ça. dépend de leur poids, ça dépend de leur comorbidité, ça dépend de Ah, leur... mais s'ils veulent s'amuser, s'ils Mais veulent faire la fête, s'ils veulent s'éclater. Moi, c'est pas Ils la- chargent, s'ils veulent Mais- s'éclater. C'est un vrai problème, c'est qu'après, quand les Mais, gens sont défoncés, ne pensent plus en fait au temps. En fait. Ah, c'est le Et trou du noir, coup, c'est une là. heure pour eux, ça peut paraître 10 minutes et Ah. vice-versa. Ah, Et c'est d'accord. pour ça aussi que des fois, ils reprennent et qu'ils tombent dans le coma. Et ce que Ah. Fred expliquait, c'est que justement, c'est tout l'enjeu des associations qui accompagnent les personnes qui pratiquent le chemsex, c'est la réduction des risques, informer pour justement réduire au maximum les C'est ça. risques liés aux drogues ou à la pratique. Absolument. Euh, Après, oui, on Oui, est dis-moi. toujours tenté de dépasser les doses. C'est Momo, ça. ça t'as raison, mais... C'est Mais tentant, nous, quoi. notre discours, on peut pas, de toute façon, tu peux pas agir. Tu expliques aux gens, Juste sur la prévention. tu leur expliques sans jugement, sans dire attention, la drogue c'est mal parce que ça C'est sert ça. à rien. Quelqu'un Ouais, qui a envie d'expérimenter un produit parce que en plus les éléments qui font que tu as envie de consommer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur la sexualité, on peut très bien comprendre que on ait envie d'expérimenter, d'aller plus loin, de se surpasser, de Oui, c'est dépasser ça. ses limites à un moment sexuellement. Et donc, de toute façon, c'est pas en répétant aux gens ne Ouais, faites ça pas de sert à chemsex rien, que ouais, les ça gens sert vont à pas rien. en faire. Donc, notre contraire, boulot à au nous, contraire. c'est beaucoup plus de leur dire, voilà, si vous expérimentez tel produit, dépassez pas telle dose, ne prenez pas plus que cette quantité-là, espacez les horaires et les prises. Ne consommez pas, naturellement, ne consommez pas plusieurs fois par semaine. Essayez de, tu vois, on est beaucoup plus sur cette espèce d'accompagnement, en rappelant bien sûr que les dangers sont là, mais qu'on peut les éviter. La fatalité de je prends des drogues et je vais tomber dans une addiction ou je vais prendre des risques pour ma vie ou pour ma santé, ça n'existe pas. Ouais, À vrai dire, on peut réduire les risques. Mais on peut toujours être très vulnérable par rapport à Mhm. ça. Il suffit qu'un élément de contexte. Ouais, Tu vois, moi j'ai vu beaucoup de couples de mecs contrariété. qui allaient plutôt bien, etc., qui prenaient des drogues une fois de temps en temps. D'un seul coup, il y avait une rupture, ils se séparaient. Et l'un des deux plongeait. Ouais, Tu vois, la question de l'addiction, elle n'est pas due qu'au fait de consommer. Elle est vraiment due aussi au contexte. ouais, c'est Quand on clair. va pas bien, Ouais, combien de personnes on a autour de nous et combien on a pu rencontrer de personnes. ouais. Et alors dans le cas du VIH, on le sait, hein, quand tu vois le recours au tabac, le recours à Ouais, à l'alcool, l'alcool. etc., tu vois, pour essayer finalement d'aller mieux, pour essayer de sortir tout ce qui peut provoquer un trauma, une situation traumatique, une situation pesante, anxiogène, Mhm. on va aller chercher des réponses Oui. comme on peut. Voilà. Alors Il est certains toujours vont plus prendre des facile de fuir que d'affronter, benzodiazépines, d'autres, on va aller chercher, tu vois, donc, les produits psychoactifs, ils doivent être aussi considérés comme ça pour certains. Et c'est là où on doit intervenir, nous, précocement, de manière à ce qu'ils prennent le moins de risques possible sur leur conso. Et toi, Mathieu, est-ce que tu as eu... déjà, comment tu t'en es sorti? Parce qu'aujourd'hui, tu ne pratiques plus, c'est ça? Plus du tout, ouais. Donc ma question, c'est comment tu as réussi à arrêter le chemsex? Et est-ce qu'il y a des associations, des personnes qui ont réussi à t'aider, ou ça a été un chemin qui a été assez solitaire? Ça a été un chemin plutôt solitaire, on va dire, que en fait, j'ai vraiment touché le fond. Et pour moi, je peux comparer ça au fait que j'avais l'impression d'être au fond d'un puits, tout noir. Et quand je regardais en haut, en fait, il n'y avait aucune porte. En fait, c'était vraiment noir, sans voir la lumière. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut faire quelque chose, quoi. Parce que c'est soit, en fait, tu t'en finis une fois pour toutes, et voilà. Ou soit tu remontes, en fait, il faut faire quelque chose. T'as eu Quand tu dis toucher le fond, c'est parce que tu as eu des problèmes de santé, ou c'était socialement, psychologiquement, ou les deux? C'était tout, en Ouais. fait. C'était vraiment, en fait, je faisais plus que ça, en fait. Je me nourrissais plus.
C'est-à-dire que je passais des semaines entières sans manger, sans dormir, un peu zombie en fait, hein, en espérant un peu aussi peut-être indirectement que mon corps lâche. Et puis finalement, mon corps lâchait pas. Donc je me suis dit, bon, maintenant, c'est bon, il faut faire quelque chose, quoi. Donc du coup, bah, j'ai entrepris une démarche personnelle, en fait. Voilà, c'est bien. Et du coup, c'est un moyen un peu quelque chose de pas très conventionnel, on va dire, plutôt avec des chamans, des choses comme ça. Et du coup, j'ai été chercher des problèmes de fond, en fait, qui faisaient, en fait, que je fuyais ma vie, parce que clairement, pour moi, pour ma part, c'était vraiment ça, hein. C'était vraiment fuir et pas vouloir affronter les problèmes de tous les jours, la réalité. Donc du coup, j'ai fait un travail de fond sur ça. Et puis bah, au fur et à mesure, je suis remonté. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je prends plus du tout de drogue. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas que j'en prends plus et que je n'y pense plus, parce que j'y Ouais. pense encore, de moins en moins. Mais au début, ça venait pendant mes rêves. Je rêvais, je consommais pendant mes rêves, ou même des fois juste par pulsion sexuelle, en fait. Parce que je faisais aussi ça beaucoup par pulsion, en fait. Le fait de consommer des drogues me faisait faire des choses qu'en fait, dans la vie de tous les jours, en fait, j'y pense même pas, en fait, auxquelles je ne pense pas. Et du coup, c'était plus facile pour moi avec les drogues d'aller dans des pratiques sexuelles autres que ma vie de tous les jours. Et clairement, oui, les pulsions que je peux encore avoir maintenant, c'est encore lié au sexe, hein. C'est vraiment comme sexe, en fait, hein. On est vraiment dans le sujet. Et justement, comment tu as réussi à retrouver une sexualité, enfin déjà, est-ce que c'est le cas de retrouver une sexualité qui t'a convenu sans drogue? Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi? Je dirais pas que ça a été difficile, c'est différent en fait. Parce que comme je le disais juste avant, en fait, bah, moi j'ai toujours aimé le sexe, hein. C'est pour ça que j'ai fait du porno, de l'escorte. Et puis du coup, bah, je me suis rendu compte, comme pour les soirées, hein, à juste titre, que en fait, je pouvais faire ça en fait, et que j'avais pas besoin de ça. Bon, c'est sûr, c'est complètement différent parce que je fais plus ce que je faisais avant. Mais du coup, la question c'est, est-ce que je faisais ce que je faisais avec les drogues, c'était vraiment moi en fait? Parce que des fois, je me rendais compte que pendant la pratique, en fait, j'étais absent en fait, hein. Mon corps était présent, mais moi, j'étais absent en fait. J'étais, c'était comme mécanique, on va dire. Et donc tu disais, tu as été plutôt accompagné par des personnes dans la médecine plutôt alternative. Alternative douce, oui. Et du coup, ça t'a vraiment ouvert les yeux parce qu'aujourd'hui, tu es dans un processus pour devenir sophrologue, c'est ça? Ouais, complètement, en fait. Et tu me disais au téléphone, avant quand on préparait l'émission, que tu souhaites justement accompagner les personnes qui pratiquent le chemsex avec cette Alternative, alternative-là. oui. Oui, complètement. En fait, c'est-à-dire que, en fait, bah, comme je disais, j'ai touché le fond, je suis remonté, je me suis posé les bonnes questions, à savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et puis, je trouvais que c'était intéressant, en fait, par mon parcours, en fait, et par tout ce que j'ai vécu, de pouvoir apporter une aide, que ce soit au VIH, au chemsex. Donc, du coup, en fait, je me suis inscrit dans une formation de sophrologue que j'ai commencé il y a un an. Et les thématiques que je veux vraiment aborder, d'ailleurs, là, je suis en train d'essayer de mettre des groupes en place au niveau des maladies infectieuses de Saint-Antoine, de sophrologie. C'est vraiment la transidentité, le VIH et les chemsex, en fait. Et justement, je voulais te demander, Fred, si on a envie de s'en sortir, parce qu'on parlait de la réduction des risques, mais si on a envie de s'en sortir, vers qui on peut se tourner? Comment ça se passe? Alors déjà c'est hyper important parce que je vais rebondir aussi sur ce que vient de dire Mathieu qui est essentiel. Il faut parler aussi de l'isolement des chemsexeurs. Alors isolement dû à leur pratique, hein, où effectivement quand ça prend le pas sur la vie réelle, comme dans le cas de Mathieu, on voit plus personne, on s'isole, on fait plus que ça, tout tourne autour du chemsex, mais c'est pas la seule chose. Il y a aussi un isolement énorme parce que il y a toujours les stigmatisations, il y a toujours les représentations négatives qui planent sur et qui touchent énormément les gays et les usagers de drogue. C'est-à-dire que pouvoir parler aujourd'hui de son orientation sexuelle, pouvoir parler librement de sa consommation de produits est toujours aussi compliqué et même dans nos communautés. Il y a énormément de rejets, même si on estime aujourd'hui que 20 à 30% des gays ont déjà eu une expérience de chemsex, c'est pas pour ça que les gens sont bienveillants. Donc l'isolement qui est dû aux pratiques est vraiment très réel. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de ne pas rester seul avec sa consommation, d'être en lien avec des assos de réduction des risques, des assos qui peuvent vous accompagner, même si vous n'avez pas de problème. En tout cas, y aller uniquement pour ces dépistages, y aller uniquement pour aller chercher du matériel de consommation, y aller pour aller chercher des conseils. Ça, déjà, c'est la première chose à faire, ne pas rester seul face à ses consommations. Et après, quand on rencontre des vraies difficultés, qu'elles soient en termes de santé, alors on l'a déjà un petit peu balayé tout à l'heure, mais
voilà, des contaminations, des problématiques sur le réseau veineux. Il y a beaucoup de choses, hein, tout ce qui peut être lié à la santé. Dès qu'on voit qu'effectivement le chemsex, enfin le fait de ne pas s'alimenter comme Mathieu, c'est une vraie problématique, hein, parce que ça va entraîner à très court terme des problématiques de santé extrêmement sévères, le fait de pas s'alimenter. Toutes ces choses-là, ça doit être des indicateurs. Le fait de perdre son boulot, le fait de se désocialiser, de se retrouver isolé, de ne plus voir ses amis, de ne plus faire que du chemsex, tout ça, c'est les premiers signes d'une consommation et d'une addiction qui est très sévère. Dans ces cas-là, on peut y trouver plein de choses différentes et j'ai pas de recette miracle. La première des recettes, c'est de pouvoir en parler surtout. Et le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas rester seul. Alors on peut en parler à une asso, on peut en parler à un psy, on peut en parler à un addicto, on peut en parler à une asso d'autosupport comme Narcotique Anonyme, on peut venir en parler à un groupe d'autosupport comme AID, à un sophrologue. Peu importe. J'ai envie de dire que le premier truc à faire, c'est surtout de trouver des gens à qui parler. Et ça, c'est vraiment de manière à... Parce qu'on s'en sort... C'est très difficile de s'en sortir seul. C'est déjà très difficile de s'en sortir quand on n'est pas seul. Et tout dépend du schéma qui est concerné. Mais vraiment, essayer de se faire aider au maximum et de pas... c'est souvent, les gens ont tendance à dire, mais attendez, s'il a des problèmes avec la drogue, il a qu'à s'arrêter. C'est exactement magnifique de ça. pouvoir dire ça. C'était si C'est ce facile. qu'on entend un petit peu dans le discours politique ambiant en ce moment. Vous savez, alors pas sur le chemsex, mais quand on parle des usagers de crack dans Paris, d'un seul coup, mais attendez, ils se voient pas, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de se mettre en danger. Ils ont qu'à arrêter la drogue. Bah oui, si c'était aussi simple, on le saurait. Et nous qui travaillons dans le VIH, on a essuyé les épidémies d'overdose et les épidémies de VIH chez les usagers par injection depuis les années 80. Et on sait à quel point il est difficile de se sortir des conduites addictives et de la drogue. Donc faites-vous soutenir, utilisez ce que vous voulez comme moyen. Si le sophrologue, ça vous convient, eh ben, allez voir le sophrologue. Si en parler avec d'autres usagers, c'est plutôt la... Voilà. Donc, je n'ai pas de recette miracle, mais vraiment, le conseil que je donne, c'est ne pas le vivre seul. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte. On ne peut pas en parler à sa famille. Parfois, on ne peut pas en parler à ses potes. On ne peut pas en parler à son mec. Parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être exclu, d'être montré du doigt. Et ça, c'est vraiment le plus gros problème de l'usage de drogue. C'est que c'est très difficile de s'en sortir parce qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir être aidé. Donc, pour ça, il y a des assos et c'est vraiment le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Bah, en tout cas, je te remercie grandement d'avoir été là par téléphone, mais d'avoir été là pour nous expliquer tout ça. Je remercie aussi Mathieu d'avoir témoigné. Momo, tu veux dire quelque chose ? Oui, je voulais poser la question à Fred au niveau du sevrage. Est-ce qu'il est plus long et plus douloureux que par rapport à d'autres drogues? Parce que là, bon, c'est parce que c'est un sevrage de stimulants. C'est un sevrage de stimulants, majoritairement, ou de GHB. Donc, est-ce qu'il est plus long? J'en sais rien. Ça va dépendre des gens. Ah voilà. Ça va dépendre des gens, de leur état. Et les symptômes, ils sont quand même assez virulents. Ouais, le sevrage est compliqué, le sevrage est difficile. Difficile, il faut pas mentir aux gens. Il faut pas dire aux gens tu t'en sors comme tu veux et quand tu veux, c'est pas vrai. Il va falloir qu'ils soient accompagnés pour certains au long cours. Ah voilà. Et Mathieu l'a dit, hein, c'est intéressant dans ce que Mathieu a décrit, hein, c'est que même si aujourd'hui il ne consomme plus rien, il a encore des pensées pour la drogue. Oui, ça c'est l'addiction. Mais est-ce qu'il y a par exemple une substitution? Est-ce qu'il y a de la substitution? Non, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de substitution. Le sevrage, il se fait par toi-même, dans la tête. Ouais. Absolument. Plus moralement. Mais il n'y a pas de produit de substitution. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, si on doit parler de ça, il y a quelque chose qui est important, c'est que tu l'as évoqué un peu, Valentine et Mathieu aussi. Le retour à une sexualité sans produit peut être extrêmement compliqué pour certains. Il faut se reconstruire derrière une consommation qui est excessive. Encore une fois, c'est 30% des usagers de chemsex aujourd'hui décrivent des situations problématiques et de grosses difficultés qui sont liées à leur consommation directement. Heureusement, on en a 60 à 70% qui vont bien et qui rentreront pas dans des conduites addictives très sévères ou pas dans des problématiques très sévères. Mais on en a quand même 30 à 40% qui vont pas bien. Donc ça va, il y a des résultats quand même. C'est pas des chiffres qu'on veut prendre à la légère. Non, ce que je veux dire, il faut penser à la reconstruction. C'est pas parce qu'on va arrêter le produit qu'on va aller bien. Exactement. Donc, encore une fois, il faut se faire accompagner au long cours. Mathieu, il a recommencé une vie qui est différente. Hein.
ou en allant vers la sophro, en reprenant des études. C'est bien. C'est difficile de se reconstruire. Souvent, on va dans le chemsex et on va dans une consommation de chemsex extrêmement exagérée ou problématique ou compulsive pour régler des choses qui n'avaient pas été réglées précédemment. Et donc, c'est pas en arrêtant la drogue qu'on va hyper bien. Ça aide déjà parce que ça supprime pas mal de problématiques. Mais en tout cas, voilà, il faut être patient, prendre du temps et pas rester C'est un seul. long chemin. Oui, et en tout cas, le message, c'est parlez-en, parlez-en, parlez-en. Merci Momo pour cette dernière question. Merci pour ces conseils. Je vous remercie tous les trois d'avoir été là Merci avec à moi toi. pour parler de ce sujet. Je mettrai tous les liens nécessaires, notamment envers AIDS, vers le site de AIDS. Si jamais vous êtes concerné, que vous avez besoin de renseignements ou vous voulez contacter l'association, je mettrai tout ça en lien. Je vous remercie vraiment encore une fois tous les trois et je vous laisse les auditeurs avec la musique.
êtes à l'écoute de Vivre avec le VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs et à ceux qui les aiment. On passe tout de suite aux annonces du cœur. Pour publier un message, rendez-vous sur notre site comitédesfamilles.net. À la rubrique Annonces, vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail. Si vous avez des questions, appelez-nous au 01 40 40 90 25. Homme célibataire musulman à la recherche d'une femme musulmane pour une relation sérieuse et durable. Je réside en région parisienne. Je suis prêt à m'engager pour le mariage. Je travaille. J'ai une vie stable et tranquille. Pour celle qui est intéressée, je suis à l'écoute. Bonjour, divorcé, 62 ans, européen, je réside à Bordeaux, je suis en activité, j'ai de la maturité, de l'équilibre et de l'humour. Je cherche une relation sérieuse avec une femme, âge en rapport, dans le même état d'esprit, sur Bordeaux ou en Nouvelle-Aquitaine, qui vit avec et sans se plaindre de notre pathologie. Ville plus éloignée en France, cela dépendra de nos affinités mutuelles. Vous êtes sans enfant en bas âge, enfant adulte bien sûr, pas l'âge de ma fille. Pas de religion, j'insiste, et depuis l'étranger, n'insistez pas, cela n'a aucun sens. Belle journée! Bonjour, je suis une dame de 53 ans, séropositive, célibataire, sans enfant, vivant au Cameroun. Je recherche un homme de 50 à 65 ans vivant avec le VIH pour une relation sérieuse, amoureuse et durable. Je pense que nous avons droit au bonheur. Bonjour, je suis Patrice à la recherche d'une femme pour une relation sérieuse en vue de fonder une famille. Bonjour chère famille, je suis togolais, je réside en Côte d'Ivoire, séropositif depuis 1 an et quelques, je veux une relation sérieuse avec une partenaire, calme et sincère. J'ai un garçon, je suis électrotechnicien et j'ai 29 ans. Je veux être heureux dans ma vie, donc peu importe l'âge, c'est le cœur qui compte pour moi. Merci. Femme de 45 ans, dynamique, joyeuse, maternelle et indépendante, cherche une relation amicale et ou amoureuse, sérieuse, avec personne dans la même situation. Je vis et je travaille à Douala, mais la distance n'est pas un obstacle en amitié et en amour. Blagueur, s'abstenir. C'est l'heure des infos de la semaine. Les patients immunodéprimés en grand danger. 6 associations appellent Emmanuel Macron à réagir face à la nouvelle vague de Covid-19. À l'heure actuelle, les premières victimes sont les personnes immunodéprimées sévères. Pour leur rappel, ils ont publié une lettre ouverte le 1er janvier dans le journal du dimanche. Les associations Élire, Transéphat, France Rhin, Vaincre la mucoviscidose, SOS Hépatite et Rénalou expliquent que la mortalité des personnes immunodéprimées est de l'ordre de 15 à 20%. Ces patients font face à un manque de traitement curatif contre le Covid-19. La raison, c'est la perte d'efficacité de la plupart des anticorps monoclonaux face aux variants Omicron. Le problème, c'est qu'ils sont aussi impactés par la situation dans les hôpitaux, la saturation hospitalière. Les associations craignent pour les patients, je cite, que ceux-ci se voient refuser l'accès des services en réanimation en faveur de patients dont le pronostic serait meilleur. Alors pour ces organismes, je les cite encore une fois, un véritable drame humain se joue en ce moment même. Ils appellent à plusieurs actions. Déjà, faire davantage de prévention auprès des personnes immunodéprimées, mais pas que, auprès du grand public pour protéger ce public vulnérable et auprès des employeurs pour favoriser le télétravail et le chômage partiel. Ils demandent aussi l'accès d'urgence aux traitements préventifs Evusheld. Il faut également chercher rapidement des alternatives en attendant l'arrivée des traitements curatifs.
Et enfin, les associations demandent l'accès prioritaire aux tests de dépistage du Covid-19, notamment si la personne immunodéprimée présente des symptômes. Une étude publiée le 13 décembre sur le site Mayo Clinics Processing montre que les personnes vivant avec le VIH ont plus de risques d'être sujettes à une insuffisance cardiaque par rapport aux personnes séronégatives. Pour leur étude, ils ont suivi pendant 16 ans 38 000 personnes séropositives au VIH et plus de 386 000 personnes séronégatives pour comparer les risques cardiaques entre les deux populations. Résultat, ils ont remarqué que les personnes séropositives au VIH et suivies pendant l'étude avaient 68% plus de risques de développer une insuffisance cardiaque, par comparaison avec les personnes séronégatives. Alors, dans le détail, les personnes vivant avec le VIH les plus susceptibles de rencontrer ce trouble cardiaque, ce sont les moins de 40 ans, les femmes et les volontaires qui étaient d'origine asiatique ou du Pacifique. L'étude souligne l'importance d'une prise en charge globale des personnes qui sont concernées par le VIH, notamment en cas de symptômes. Alors, je le rappelle, l'insuffisance cardiaque, ça se caractérise par un essoufflement, de la fatigue, le gonflement des jambes, la toux et ou des douleurs thoraciques. En cas de signes, et notamment si vous êtes concerné par le VIH, rapprochez-vous de votre médecin. En 2021, les trithérapies ont fêté leurs 25 ans. Les premiers médicaments antirétroviraux sont arrivés aux États-Unis au début de l'année 1996. Avec la mise en place de ce traitement, à l'époque, la mortalité a baissé fortement dans le pays. Le nombre d'essais liés au sida a chuté de 42% en 1997. En France, le Conseil national du sida, le CNS, envisageait de tirer au sort les patients pour bénéficier du traitement. Alors évidemment, la proposition a fait scandale à l'époque, notamment auprès des associations. Heureusement, Alain Juppé, le Premier ministre de l'époque, refuse cette proposition. Les trithérapies arrivent en septembre 1996. Même si elles permettent de réduire la présence du virus dans le sang et donc de ne pas mourir d'une maladie opportuniste liée au sida, les premiers traitements sont problématiques pour plusieurs raisons. La première, c'est les effets secondaires qui sont extrêmement lourds. La seconde, c'est le nombre de comprimés à prendre par jour, une vingtaine. Enfin, leur prix, près d'une centaine d'euros par mois, ce qui empêche les pays du Sud d'y avoir accès. Un accès qui sera heureusement garanti grâce à la Conférence mondiale de Durban en Afrique du Sud en 2000 et l'Assemblée générale des Nations unies sur le VIH-Sida en 2001. 7 ans après, on découvre que les antirétroviraux protègent non seulement les personnes vivant avec le VIH, mais aussi les personnes séronégatives. Et oui, le traitement bloque la transmission du virus. Les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir des rapports sexuels sans préservatif et sans transmettre le virus à leur partenaire. La transmission n'est pas non plus possible par voie sanguine ou de la mère à l'enfant. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, on parle davantage de multithérapie par antirétroviraux parce que les traitements ne comportent plus qu'une ou deux molécules. Les effets secondaires sont toujours là, mais ils sont mieux tolérés. Et depuis décembre 2021, un nouveau type de médication est désormais disponible. J'en parlais lors d'une précédente émission, c'est l'injection à longue durée d'action. Il s'agit d'une bithérapie, ça veut dire qu'elle associe deux molécules qui sont injectées tous les 2 mois, ce qui allège considérablement le traitement. Alors moi je vous le dis du chemin, les trithérapies, elles en ont fait. C'est la fin de notre émission, je vous remercie de l'avoir suivi. On se voit la semaine prochaine.